Bonjour et bienvenue dans Amour Toujours. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode très particulier en présence de mon Adèle Feulé. On va parler aujourd'hui de tout ce qui est travail du sexe. Ça va être un épisode important, nécessaire, mais aussi potentiellement très triggering, donc je mets un gros trigger warning. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à écouter si ça vous intéresse, sinon on se retrouvera dans un autre épisode. Lé s'est formé aux pratiques artistiques pendant 8 ans, et depuis 8 mois, c'est lancé dans le travail du sexe. Ça fait donc quelques mois que Lé travaille dans un club de strip et aussi escorte à côté. Cet aspect de strip, ça peut aussi faire le lien avec les pratiques artistiques que Lé connaît, telles que la danse, mais plus encore comme le drag. Voilà, donc est-ce que Lé, pour commencer cet épisode, tu peux nous dire ce que ça représente pour toi le travail du sexe en quelques mots? Ouais, carrément. C'est une question pas évidente parce que le TDS, donc le travail du sexe, c'est un mot vraiment et un terme parapluie qui englobe beaucoup de pratiques. Moi, je donnerais un peu ma définition. Pour moi, le TDS, c'est important de rendre compte de l'aspect politique de ce terme. C'est-à-dire que pour moi, on fait déjà du TDS à partir du moment où on est en couple. Pas forcément que hétérosexuel, mais surtout dans l'hétérosexualité obligatoire, le régime politique de l'hétérosexualité, où on fait déjà en fait du TDS sans s'en rendre compte. Sauf que à un détail près, c'est pas vraiment du TDS puisque ce n'est pas un travail rémunéré, mais bien un système d'exploitation. On va extraire du travail gratuit, à savoir là du travail sexuel, de la part des personnes sexisées dans ce système hétéropatriarcal. Du coup, on est un peu tous déjà, en tant que personnes sexisées, amenés à faire du TDS et on en fait déjà tous sans s'en rendre compte. Ce qui est assez terrible parce qu'une fois qu'on s'en rend compte, on se dit qu'on pourrait demander beaucoup d'argent à nos ex. Et ensuite, pour ce qui est vraiment du TDS, donc choisi, conscientisé et donc rémunéré, donc en tant que travail, non pas en tant qu'exploitation systémique, et il y a l'escorting, on en parlera un peu plus tard sur ce que ça représente vraiment. Il y a aussi pour moi le strip, mais ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui incluent pas ça dans le TDS parce que le strip c'est aussi assez large. Il y a l'effeuillage burlesque par exemple pour certaines personnes. L'effeuillage burlesque, ça va pas du tout être du TDS, ça va être vraiment que du spectacle vivant. Ensuite, il y a aussi tout ce qui va être expérience GFE, donc Girlfriend Experience, avec des sugar daddy, où du coup on est à l'endroit du sugar baby. Et puis avant tout, en fait, le TDS, c'est bien au-delà d'un service sexuel, de services sexuels, c'est un travail social parce qu'on répond à des demandes et à un besoin à des personnes qui sont souvent en misère relationnelle, émotionnelle et ou sexuelle. Voilà, je définirais ça comme ça. Merci beaucoup pour cette définition. Que je trouve hyper complète, mais comme tu le dis très bien, ça reste subjectif, mais c'est quand même très important, je pense, pour nos auditeuristes, spectateuristes, d'avoir un petit peu cette définition-là. Et de façon assez similaire, j'ai envie de définir le cadre légal qui gravite autour du TDS. Donc une chose à comprendre, c'est que ce qu'on souhaite, c'est la décriminalisation et non pas la légalisation. Pourquoi? Parce que la légalisation, ça représente en fait la création de lois spéciales qui permettent certains moyens légaux pour le travail du sexe. Donc il y a le travail du sexe légal, mais il y a encore du travail du sexe illégal quand on est dans le cadre de la légalisation. Donc ça va sans dire, mais ça stigmatise déjà les TDS les plus marginalisés et ça crée vraiment une bureaucratie lourde, chose que l'on ne souhaite pas. A l'inverse, du coup, la décriminalisation, ça va vraiment éliminer toutes les lois qui interdisent le travail du sexe et ça va permettre d'autonomiser vraiment les travailleuses du sexe avec un accès équitable aux droits et aux protections telles que l'accès à la santé, la sécurité tout simplement. C'est donc l'approche la plus juste, la plus efficace. Et c'est d'ailleurs l'approche que la Belgique a prise, ça fait déjà depuis 2 ans bientôt, déjà depuis le 1er juin 2022 que la Belgique est le premier pays d'Europe à avoir décriminalisé le travail du sexe, depuis le 1er juin 2022. Donc voilà, on n'en est pas encore là du tout en France malheureusement. Et là on se situe actuellement en Allemagne et à titre d'exemple, c'est un pays qui a légalisé le TDS mais pas décriminalisé. Et ce qu'on souhaite, encore une fois, on le dira jamais assez, c'est de décriminaliser totalement et partout le TDS. Voilà. Bravo la Belgique. Bravo la Belgique. Slay. Vraiment. Et du coup, pour cet épisode, je pense que le plus pertinent, ce serait de commencer par cet aspect un petit peu de sécurité et le lier un petit peu à ton expérience, ton quotidien, à toi, en tant que travailleuse du sexe. Ouais. C'est vrai que la violence fait partie intégrante, malheureusement, du métier de travailleuse du sexe. Cette absence de cadre légal et de protection fait qu'on se retrouve constamment confronté à de la violence, à des violences.
Donc est-ce que tu pourrais nous partager quelques expériences, un petit peu ton quotidien? Ouais, carrément. Je peux balayer un peu ce qui s'est passé entre le moment où j'ai commencé le TDS, où du coup j'avais aucune expérience et puis j'avais très peu de personnes dans mon entourage qui étaient TDS, donc ça a été beaucoup, bon, comme je pense que c'est le cas pour beaucoup de putes, hein, on apprend sur le tas de manière autonome et indépendante, ce qui est déjà assez lourd. Déjà moi je dirais que le début a été chaotique, hein, vraiment, parce que on met vraiment les pieds dans le plat, mais tout en ne sachant pas ce qu'est le plat, donc c'est assez déstabilisant, assez effrayant. Et quand on découvre la réalité de vraiment, on va dire, l'abandon total de cadre, de protection, de par notre justice qui est structurellement défaillante, c'est d'autant plus flippant. Parce que moi j'ai fait des manifs justement pour que les TDS aient des droits, j'étais sensibilisée déjà et politisée sur la question, mais il y a beaucoup d'informations auxquelles j'avais pas eu accès parce qu'on les visibilise pas du tout et que j'ai découvert en faisant du TDS, ce qui est en fait encore ce qui montre en fait à quel point le manque d'éducation et d'information nous insécurise encore plus et nous met encore plus en péril. Et en rebondissant sur ce que tu disais par rapport au fait que, vu qu'on n'a pas de justice pertinente et réelle et concrète, qui est là pour nous encadrer et nous protéger. J'aimerais aussi revenir sur le fait que la justice, elle est purement hétéropatriarcale, elle est tenue par des hommes, surtout des hommes cisgenres hétérosexuels blancs, et en fait, la plupart de nos clients, en tout cas la plupart de mes clients, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de putes, ce sont des hommes, justement, et qui savent plus ou moins pertinemment qu'ils ont une impunité totale parce qu'ils sont protégés par les lois, par tout un système qui les privilégie par rapport à nous. Et je reviens sur ce point-là parce que ce qui est compliqué et ce qui moi m'a mis en danger, et je pense que ça a été le cas pour plein d'autres TDS, c'est qu'on doit à la fois se mettre à un endroit de vulnérabilité parce qu'on partage une intimité et notre corps, vraiment une proximité très forte avec le client, et en même temps il faut qu'on reste dans une hypervigilance permanente parce que le client qu'on a en face de nous est une personne mec cis hétéro qui jouit de privilèges immenses, mais en plus qui est dans l'abus de pouvoir en général, de par sa socialisation genrée. Donc c'est vraiment un équilibre hyper tricky à trouver. Je sais même pas si on arrive un jour à le trouver, moi j'ai toujours pas trouvé. Je pense que ça dépend des jours. Et je dirais qu'une journée type, par rapport à l'escorting, donc sur ce plan-là, pour expliquer rapidement comment marche un site d'escorting, moi du coup je suis inscrite sur plusieurs sites, et tous fonctionnent à peu près de la même manière. Ça fonctionne vraiment comme un catalogue assez, complètement binaire, sexiste, même transphobe, etc. Où on va répertorier des profils en fonction de leur âge, de leur situation au niveau géographique, et aussi au niveau, en fonction des sites, en fonction des tarifs, et après en fonction aussi des demandes spécifiques des clients. Et donc là on va en parler un peu plus tard, mais on va toucher à la fétichisation, à la pédocriminalité, à beaucoup de ce qu'ils appellent des catégories, hein, comme dans le porno mainstream, qui sont extrêmement violentes et dangereuses. Et après, pour parler moi des clients que je touche, je sais que j'ai pas du tout un passing de meuf cis, sauf que je me oute pas auprès des clients. Et je joue en fait sur le fait que mon profil a une certaine singularité par rapport à mon passing. Je joue aussi sur le fait que je sois franco-russe, parce que on est sur des clients qui sont évidemment pour tous racistes, xénophobes, sexistes, pour pouvoir en fait encore plus les faire raquer et leur prendre de l'argent, parce que je trouve ça hyper important et extrêmement politique de prendre l'argent là où on nous l'a volé et après de le redistribuer moi dans des projets, en l'occurrence surtout queer et intersectionnels. Et pour revenir sur une journée type, ça va surtout se passer en fait à travers le virtuel, à travers le téléphone. Je pense que toi tu peux peut-être donner aussi ton partage en tant que personne extérieure qui a vu à quoi ça ressemblait. Ouais, tout à fait. C'est vrai que moi, ce qui m'a carrément sauté aux yeux, là, ça fait quelques jours qu'on cohabite,
et c'est la première fois qu'on cohabite depuis que t'es travailleuse du sexe, c'est vraiment que tu es constamment sollicitée via ton téléphone, via des plateformes comme tu l'expliquais, d'escorting, mais aussi vraiment des gens qui t'appellent en permanence, et c'est vrai que c'est assez... en fait c'est un métier qui se fait en permanence, quoi. Il n'y a pas de pause, moi c'est ça qui me saute aux yeux, c'est qu'il n'y a pas de moment off, de moment vraiment pour soi. Et en fait aussi ce qui est assez aberrant, et je pense que tu vas toucher à ce sujet-là, c'est vraiment en fait l'irrespect total des clients face à tes limites et face à vraiment en fait un profil que toi tu as qui est très complet, où tu décris bien tes limites, tes tarifs et j'en passe, et des clients qui vont te solliciter, et tu décris d'ailleurs que tu préfères les messages que les appels, et vraiment un irrespect total. Même je dis pas d'appel parce que vraiment j'en peux plus, donc on est vraiment sur un irrespect total. Un irrespect total, et voilà, enfin moi là il y a eu des dizaines de clients qui t'ont sollicité depuis qu'on est arrivé ici, qu'on est ensemble, et qui te font te répéter maintes et maintes fois, et c'est ça qui m'a vachement choquée, je pense, d'un point de vue extérieur. C'est vrai que ça fait du bien à entendre aussi un retour extérieur, parce que quand on est la tête dans le guidon, à force on se rend même plus compte que en fait c'est indécent à quel point on nous exploite à l'endroit de ce travail-là, en plus de l'exploitation quotidienne en tant que personne sexisée. Et qu'en fait le fait qu'il n'y ait aucun cadre, ne serait-ce qu'en termes d'horaire, ne serait-ce qu'en termes de normes en fait qu'on applique avec le code du travail, et c'est aussi un métier qui est extrêmement précarisant et marginalisant, et qui vient affecter directement la santé. Et on le sait que les métiers qui sont les plus précarisants et qui en fait touchent déjà des personnes précaires, c'est des métiers qui vont directement venir esquinter et impacter la santé et réduire l'espérance de vie. Et rappelons que voilà, il y a des TDS qui sont en permis de séjour ou qui sont émigrés, et pour qui en fait justement c'est d'autant plus violent et difficile, et qui se font encore plus exploiter parce qu'il y a la barrière de la langue, parce qu'il y a la barrière financière, et la barrière en fait juste d'une vie décente avec un cadre. Et je dirais que le plus difficile c'est de trouver une bonne hygiène de vie, parce que vu que nos clients ce sont des hommes, et que tous les hommes sont violents, négligents, et pas du tout dans une écoute, ils savent juste entendre mais pas écouter, on se retrouve à être dans un épuisement perpétuel de répétition permanente, et vraiment on se retrouve à, encore une fois, à reproduire des schémas et des rôles de parents-enfants, où nous on vient parenter des personnes qui sont censées être des adultes mais qui se comportent comme des enfants, comme c'est le cas dans les dynamiques de couple hétéros. Et c'est dur de trier, en fait. Le plus dur c'est de trier, parce qu'il y a des profils autant de fantasmeurs, donc c'est comme son nom l'indique, qui vont nous faire perdre du temps de vie énormément, donc nous exploiter, nous prendre du travail gratuit, en nous faisant miroiter qu'ils ont l'argent, qu'ils ont de quoi recevoir si c'est chez eux, ou de quoi payer l'hôtel, alors que pas du tout. Il y a aussi le profil vraiment d'agresseurs, de violeurs, même si ça veut pas dire qu'il y a des profils types d'agresseurs et de violeurs, mais il y en a qui sont vraiment plus ou moins dangereux par rapport à différentes échelles. Ils le sont tous violents, mais il y a des échelles. Et puis après, il y a aussi parmi les fantasmeurs des gros manipulateurs qui sont vraiment des arnaqueurs professionnels. Moi j'en ai eu un dont j'avais déjà parlé à Émilie, qui m'a arnaqué, c'est ça, à peu près 3000 €. Et je pense que c'est important de faire un point sur le type de violence qu'on subit en tant que pute. C'est pas du tout centré uniquement autour des violences sexuelles, bien que évidemment c'est central et il y en a. Il y a aussi des violences psychologiques et des violences physiques. Et là, comme c'est le cas dans des relations de violence, qu'elles soient au sein du couple ou avec des proches, ça va aussi passer par des systèmes d'emprise, où on va venir déstabiliser, on ne saura plus qu'est-ce qui est réel, irréel, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Moi c'est arrivé avec un client, avec deux clients, du coup celui qui m'a arnaqué de 3000 € où je me suis retrouvée coincée chez lui, parce que c'était un rendez-vous, c'était d'ailleurs ma première prestation de nuit, où j'offrais un service pendant toute une nuit, où je me suis retrouvée coincée chez lui, un peu paumée, et avec un profil clairement de pédocriminel, soixantenaire, qui m'a dit des choses du type t'as envie de te faire baiser par un mec de 60 ans, c'est ça qui t'excite, rappelle-moi t'es mineur, c'est ça, alors que évidemment j'avais dit à plusieurs reprises que j'étais pas mineur, et c'était écrit sur mon profil. Et puis après, tout ça a fait que on se retrouve à un endroit tellement de solitude, et aussi d'état de sidération, c'est un mélange vraiment bien dégueulasse de tout ça, qui fait que on est livré seulement à nous-mêmes. Et du coup moi je me suis retrouvée à subir une agression sexuelle
pendant mon sommeil, parce que on partageait du coup le même lit. Et là, j'avais pas de recours pour pouvoir partir quelque part, fuir quelque part, puisque les trains ne fonctionnaient plus et que j'avais pas de personne ressource qui pouvait habiter dans un rayonnement proche, quoi. Et il y a aussi donc une autre personne, pareil, qui a mis en place des violences psychologiques et qui a permis l'abus qui s'est passé après, à savoir des violences physiques qui m'ont laissé des marques, m'ont laissé des traces. Donc voilà, je pense que c'est important de rappeler que on a un imaginaire collectif qui correspond à un TDS qui est complètement surréaliste et complètement absurde. On va imaginer surtout des personnes putes sur des trottoirs, avec des violences uniquement de rue, ce qui est évidemment existant et très violent, mais il n'y a pas que ça, et en grande majorité ça va être aussi des cyber-violences, en plus des violences psychologiques et physiques. Et je dirais, pour clôturer, que le plus difficile, c'est que non seulement on a affaire à des hommes, mais en plus on a affaire à un métier, comme tu disais très justement, qui n'est pas du tout encadré. Et que derrière ce manque d'encadrement, ce sont des failles qui correspondent à un système qui a été créé par et uniquement pour les hommes. Oui. Et du coup, ça a créé en fait une dissonance tellement forte avec la réalité. Parce que tout est caché. En fait, pour aller voir les clients, on va aller soit à l'hôtel, soit chez eux, mais souvent ils veulent pas que ça soit tracé, donc ça va être d'où le fait qu'on n'utilise que du cash. Ou alors ils vont être mariés, avoir des enfants, donc là il va falloir être encore plus dans une discrétion, même dans les contacts virtuels. Et du coup, tout ça, ça fait que petit à petit, ça se distancie tellement du réel quotidien que en fait, moi, je me suis retrouvée vraiment déracinée de la réalité, de mon corps, de mon libre arbitre. Je me suis demandé même si tout ce que j'avais subi avait vraiment été réel, si factuellement ça s'était passé. Et ça, le fait que ça crée une espèce de bulle, c'est encore plus à leur avantage, et nous, ça nous met encore plus en danger, à quel point, enfin au point de moi ça m'était jamais arrivé encore, parce que j'arrive à parler assez facilement avec les outils que j'ai de thérapie, des violences que je peux subir en tant que personne trans, queer, etc. Et là, pour une fois, je me suis retrouvée vraiment plongée dans un mutisme où, vu que j'avais pas de personnes TDS dans mon entourage proche chez moi à Montpellier, je savais pas, j'arrivais plus à reprendre contact avec le réel, à faire confiance, à ne pas faire du victim blaming, victim shaming, et puis surtout les personnes qui étaient en coloc avec moi ne pouvaient même pas s'imaginer ce que je subissais, puisque justement tout est hyper caché et biaisé avec le réel. Merci beaucoup pour ce partage, et je sais que faire preuve de vulnérabilité comme ça, se retrouver à ce niveau-là, c'est pas facile, mais encore une fois, c'est des choses qui, je pense, sont nécessaires à entendre pour nos auditeuristes, spectateuristes, donc merci beaucoup. C'est vrai que c'est important de le rappeler, mais aussi la raison pour laquelle on veut décriminaliser, c'est parce que on veut que les victimes de violences sexistes et sexuelles, mais pas que, de tout type de crimes et de délits, que ce soit des arnaques ou encore une fois que ce soit des viols ou que ce soit des agressions sexuelles, et des recours. Et bien qu'aujourd'hui malheureusement on n'en soit pas encore là au niveau du système pénal français, il y a des alternatives et des solutions. On a par exemple le syndicat des travailleuses du sexe, et on a aussi quelques plannings familiales. Après il faut faire gaffe parce qu'il y en a qui sont safe, il y en a qui le sont vraiment moins. Ouais, c'est ça, il y en a qui ont des équipes avec des personnes malheureusement abolo. Bon, je comprends pas qu'on puisse encore être abolo en 2024. En 2020, non, vraiment, ça me paraît lunaire. Donc ouais, c'est ça, se renseigner auprès de, en général, les collectifs queer, ou bien les cellules Nous Toutes aussi. Nous Toutes ont une cellule dans chaque ville, et je connais pas de cellule Nous Toutes qui soit abolo, donc ne pas hésiter à passer par Nous Toutes pour demander si le planning familial de telle ou telle ville et safe et pro TDS, enfin pour les putes quoi. Ouais. Et comme tu le disais très justement, je pense que parmi toutes ces choses qui sont absolument horribles, la fétichisation, la pédocriminalité, il faut capitaliser là-dessus, c'est hyper important comme tu le disais, et se réempouvoirer à ce niveau-là, et c'est vraiment pas facile. Et c'est vrai que du coup, parfois certains collectifs, certains événements, voire des festivals comme le Bal des Putes, peuvent vraiment à ce niveau-là aider et apporter une certaine joie et un plaisir dans le travail du sexe qui malheureusement parfois peut être difficile à embrasser, à trouver, à accueillir. Et c'est vrai que du coup, pour avoir vu le Bal des Putes cette année, qui est relativement récent en festival. Ouais, il a été créé cette année par Kata, du coup, une personne TDS queer. Et là, c'était la deuxième édition. Deuxième édition, ouais. C'était vraiment
très très beau, très précieux, avec exclusivement du coup des travailleuses du sexe queer sur scène, et vraiment un moment très fort, et un moment aussi de, on va dire, de sororité / solidarité. Ouais, d'adelphité. D'adelphité, c'est ça. Ouais. Bah, ça permet en fait, je pense, de donner un aperçu, une transmission et un partage de ce que ça représente d'être pute, parce que bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, notamment par rapport aux violences, c'est pas que de centrer autour du sexe, on fait surtout du social. Voilà, moi j'ai même une relation où c'est un money slave, où du coup un money slave, on va plus être dans la catégorie des clients soumis et qui est donc excité, qui est content de savoir que c'est son argent particulièrement qui est dépensé. Et pour le coup, lui, c'est beaucoup plus, voire vraiment à 90%, une relation humaine en fait. On est sur vraiment du lien, de la sociabilisation, et puis en fait de la tendresse, de l'amour. Tout ce qu'en fait beaucoup de clients, pour ne pas dire l'écrasante majorité, sont en demande et sont vraiment dans une misère et un isolement, quoi. Bah ouais, voilà. Carrément. Et pour revenir sur le bal des putes, vraiment je vous invite à aller checker, je crois que ça a été impulsé et créé par Kata. Après ça a été rejoint et porté par plein d'autres putes, mais c'est vraiment pensé comme un collectif au jour d'aujourd'hui. Il y aura une 3e édition, ça c'est sûr. Parce que les première et deuxième éditions se sont super bien passées, il y a eu des super bons retours. Donc n'hésitez pas à aller leur donner du soutien sur les réseaux, ou même en réel, parce que on a besoin d'argent, clairement, et de cadre, on va dire de confort matériel. Je te parle de confort, plutôt de nécessité matérielle. Et en fait, je pense que c'est un des premiers festivals / collectifs qui a été pensé pour et par des TDS queer. Et ça, j'aimerais bien faire une parenthèse là-dessus. On parle depuis tout à l'heure de clients qui sont uniquement des HSBC, donc des mecs cis hétéros à majorité blancs. Et il y a un truc vraiment au sein de notre communauté qui est extrêmement défaillant, bon, comme plein d'autres choses, on a des violences intracommunautaires et des dysfonctionnements, mais ça en fait partie intégrante. C'est que encore aujourd'hui, les personnes queer vont avoir énormément de mal de vraiment pouvoir se tourner vers des personnes TDS, vers des putes, pour demander des services sexuels, ou même des services qui vont être autres, à savoir des besoins de tendresse, de care, ou des besoins sexuels. Voilà, donc franchement, les personnes queer, n'hésitez pas à vous adresser à des personnes TDS queer, parce qu'en plus, on est plein et on demande que ça. Et ça permettrait déjà de créer des réseaux, d'avoir des clients réguliers qui ne soient pas que des hommes, et donc des personnes de manière implicite violente. Voilà, même si ça ne veut pas dire que toutes les personnes queer sont non violentes, et ça reste des êtres humains, donc on n'est pas chez les bisounours, mais je pense que quand même il y a beaucoup plus de conscience et d'éveil politique. Ouais, c'est sûr, et c'est hyper intéressant, et je tiens à reprendre un peu ce que tu disais par rapport à l'identité queer, et tu vas nous en dire plus en tant que personne concernée, mais c'est sûr que, étant donné, je pense notamment tu m'expliquais du coup qu'au club de strip, il y a beaucoup de sexe concret, de sexe réel, et parfois, souvent, ça va être du sexe lesbien, ou du moins ça va être présenté comme du sexe lesbien, parce que ça en est pas, on se sait. Mais du coup, voilà, avec du coup, plus ou moins via le prisme du male gaze, et avec un public exclusivement masculin, blanc, comme tu l'expliquais très bien. Et je pense que parmi ce quotidien et ce public, c'est hyper important de se réapproprier cette identité-là, comme tu le disais très justement. Et c'est vrai que je pense que, autant moi que nos auditeurs, spectateurs, on aimerait bien en savoir plus sur du coup ce personnage que tu te crées, mais aussi à quel point est-ce que ça t'a réconcilié, et par moments pas forcément, mais ça a pu te réconcilier avec une certaine identité queer, ou avec le drag. T'as pu en fait créer des ponts qui t'ont permis d'embrasser cette identité-là. Ouais, carrément. J'avais très très peur au début en tant que pute que le fait de me mettre vraiment dans un personnage extrêmement femme, dans une représentation qui était aussi, en plus d'être extrêmement femme dans le passing, dans le physique, que aussi le fait de me mettre à un endroit de innocence, vulnérabilité, de complaisance, d'écoute, de care,
bref, on va dire tout ce qui va se rapprocher de près ou de loin à une posture de soumission face au client qui, lui, est dans une posture de domination, même si elle est complètement implicite. Et moi, ça m'a fait grave flipper, mais en fait, je me suis rendu compte que ça m'a réempouvoiré. Il y a eu des moments où j'ai eu des grosses crises de dysphorie, ça a été très dur, mais petit à petit, vu que je me suis créé des routines, emparé d'outils qui existaient déjà, ou bien d'autres que je me suis créés, que je me suis imaginé, ça m'a permis en fait de me dire, en fait, ça fait partie de mon métier aussi de jouer des rôles, des personnages. Donc si vraiment je me mets dans la peau de ce personnage, lui, il n'en saura absolument rien que que je suis en train de performer une féminité, que je suis en train de jouer. Et du coup c'est là où c'est devenu jouissif et vraiment empouvoirant, c'est que je me dis en fait, lui il pense que je suis vraiment innocente et soumise, mais en parce fait que t'es pas outée du tout, voilà, je suis pas du tout outée, alors qu'en fait je suis clairement en train de jouer avec ces codes là et presque jubilé d'en jouer parce que franchement les hommes sont stupides, enfin c'est impressionnant, hein. Déjà eux-mêmes ils arrivent, je trouve ça remarquable la capacité qu'ils ont de se mettre dans un mindset à se faire croire qu'ils n'ont pas fait appel à des services d'escorte parce qu'ils ont tellement plutôt phobie intégrée qu'il faudrait surtout pas que ce soit le cas. Donc ils vont, au lieu de dire argent, passer par des formulations à coucher dehors, par exemple émolument, j'avais jamais entendu ce mot de ma vie, qui vont te dire à chaque fois mais toi tu sais vraiment t'es spécial, moi je te considère pas comme une escorte, hein, je préfère que vraiment on ait une relation où t'es un peu comme ma petite amie, et vraiment ils y croient totalement, enfin pour le coup eux ils sont déjà dans le film, t'as juste à les rejoindre, ils sont déjà en plein dedans. Après donc évidemment ce qu'on disait comme tout à l'heure, ça part de dangerosité, mais l'autre côté, l'autre versant, c'est que moi je joue avec eux du coup, ça devient des partenaires de jeu qui soit coopèrent, soit ne coopèrent pas, mais ça je m'en fous parce que moi je sais ce que je viens faire, comment je viens le faire, et clairement petit à petit je me suis rendu compte que la manière dont je me préparais avant d'aller à des rendez-vous, ça ressemblait beaucoup à la mise en situation, en préparation que je me fais avant de monter sur scène. Donc ça c'était vraiment rigolo et assez particulier de voir ce lien et cette correspondance. Et c'est là que je me suis dit mais attends, mais en fait ce que je suis en train de faire, ça ressemble énormément à vraiment le mindset dans lequel je me mets, et même physiquement comment je me maquille, comment je me prépare à ce que je fais quand je vais faire du drag king. Sauf que là, du coup, je vais faire du drag queen, ce que j'avais jamais vraiment fait avant. Et ça m'a vraiment réconcilié avec une identité extra femme, même une identité clairement slutty, bitchy, où maintenant je suis super fière d'avoir cet endroit en moi qui a été ouvert et qui j'espère ne se refermera plus jamais, qui est vraiment la pute qui est en moi quoi. Et bon comme disait une personne que j'apprécie beaucoup qui est aussi déesse, elle disait ouais putain jour pute toujours, et c'est vrai que je pense que aujourd'hui c'est pas amour toujours, c'est putain jour pute toujours. C'est clair. Et du coup je pense que voilà, ça m'a réconcilié avec face à toute la transphobie que je me prenais et que je continue de me prendre, hein, parce que à côté des clients pédocriminels qui me sortent des phrases de type j'adore ton côté femme-enfant ou ton côté un peu petit garçon, il y a aussi les clients qui vont être dans de la fétichisation et de la transphobie, alors là ouvertement violente et directe, qui vont me demander qu'est-ce que j'ai entre les jambes, qui vont me demander qu'est-ce que t'es vraiment, en vraiment dans une déshumanisation. Et déjà que ce métier-là, on est dans une déshumanisation par le système et par les clients qui l'entretiennent, c'est pas évident, mais vraiment le fait de me dire que je performe la féminité, que ça m'arrive avant des rendez-vous de me faire une injecte de testostérone, et que tout ça ils peuvent pas le savoir, et ça me réjouit parce que je me dis que en fait pour eux, et je pense que c'est vraiment une réalité, je suis le couloir entre l'homosexualité et l'hétérosexualité, parce que justement si je reprends leurs termes, je suis vraiment androgyne, assez particulière, déstabilisante, voilà, on sait plus trop, hein, et ça on n'aime pas savoir, et du coup
je me retrouve en fait à voir que tous les hommes sont pas hétéros. Vraiment tous. Vraiment tous les hommes, pour moi, sont profondément gays, bi. Et en plus, tous les hommes sont profondément soumis. Ils veulent absolument être à l'endroit, expérimenter l'endroit de la soumission, parce que la soumission est directement liée à la féminité et que dans leur quotidien, ça serait une désobéissance à la virilité et Ouais, donc c'est ça. tout de suite rapproché à tout ce qui est attrait à la pédalerie. Et donc, qui dit être une pédale dit être proche de ce que représente le féminin, donc d'être faible, d'être lâche, etc. Ouais, etc. ouais, ouais. Donc voilà, Et c'est vrai que, mais du coup, de ce que tu me disais et moi comment je le vois, je trouve ça super fort ce que tu dis parce que dans un système où on n'a pas cette protection-là, il faut trouver des moyens pour s'auto-protéger, entre guillemets, et aussi cette identité-là et ce personnage-là, ça permet une certaine séparation et ça permet un petit peu de se conserver, de se protéger à cet endroit-là, et surtout face à des clients qui... voilà, comme tu l'expliques très bien, sont des clients violents qui, dans 90% des cas, ne respectent pas ton consentement, que ce soit avant, pendant ou après un rendez-vous, un acte sexuel, peu importe. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose de très important, je pense nécessaire en tant que travailleuse du sexe. Ouais, de mettre de la distance émotionnelle et du coup de la distance physique avec qui on est dans la vie, même si, vu qu'on est dans des rapports extrêmement intimes et très intenses en fait, qui sont vraiment très très physiques, très fatigants et usants sur le long terme et la durée, d'où l'espérance de vie des TDS qui est vraiment raccourcie, sans parler du coup du nombre incalculable et désastreux de crimes de personnes putes, voilà, oui, on va dire de féminicide, de putes, je sais pas du tout si ça se dit, mais de puticide, enfin bref, en tout cas, on est sur quelque chose de très intense, de très physique, et du coup mettre de la distance physique et émotionnelle, mais aussi intellectuelle, même si évidemment il y a de nous, on donne de nous puisqu'on donne de notre chair à la personne. Je pense que c'est vital. De toute façon, on est dans un métier où on est en permanence dans la survie, puisque c'est un métier extrêmement précaire et marginalisé, comme on le disait. Et je rebondis sur ce que tu disais, où c'est vrai que c'est important aussi de briser ce qu'on a construit dans notre imaginaire collectif, que les limites vont surtout être en permanence négociées, abusées, bafouées. Avant le rendez-vous ou après, en fait ça arrive aussi pendant, ça arrive pendant l'acte. Et pour donner juste un exemple, moi j'ai subi un viol pendant l'acte, où comme plein de personnes putes, je n'accepte pas la pénétration sans préservatif. Et donc là, le client, c'était convenu, il le savait, en plus c'était un client régulier, ils aiment beaucoup aussi dire que c'est soi-disant des hommes de parole, essayer de créer une soi-disant relation de confiance, mais en fait, c'en est, pour l'instant, moi en tout cas, je sais même pas si ça existe et je pense pas, mais ça n'en est pas. Et du coup, on se retrouve à des endroits où on se dit, ah ok, on est en train de créer un lien, on est en train de créer une complicité, du coup aussi notre hypervigilance baisse un petit peu. Et c'est là où en fait il y a d'autant plus de risques de violence qui n'ont rien à voir avec notre faute, hein. C'est vraiment, nous on n'a aucune puissance et aucun pouvoir là-dessus. Mais voilà, là c'était sans préservatif du sexe, donc non pénétratif. Et la personne s'est retrouvée à me contraindre physiquement en étant du coup sur moi. Moi j'avais beau me débattre physiquement, dire stop, non, donc ce qui est très concret hein, verbalement. La personne a continué jusqu'à pénétration, donc jusqu'au viol. Et moi il faut savoir que je prends pas de contraception. Et en fait ça aussi c'est je pense un danger qui est super important de rappeler, qui en fait rajoute une charge mentale vraiment surdimensionné, où là par exemple j'ai subi un viol, mais en plus de ce viol j'ai eu un risque de grossesse. Et donc qui dit risque de grossesse, moi ne voulant pas d'enfant, surtout pas d'un viol, en fait dit procédure d'avortement, et procédure d'avortement seule. Je parle pas évidemment de tout le soutien de l'entourage proche, mais en tout cas seul par rapport au violeur et l'agresseur qui a commis et qui a provoqué la grossesse. Et du coup, vraiment, je répète ce que tu disais tout à l'heure, il y a le STRAS qui est là. Moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps l'existence de ce syndicat qui a l'habitude, en fait, et qui est là pour accueillir des victimes TDS. Et parce que c'est un enfer vraiment de ne pas savoir
si on va devoir avorter ou pas après avoir subi un viol dans le cadre du TDS. Et puis il y a un truc aussi très flagrant entre ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi tous les clients, c'est soit des soumis, soit clairement des gays, soit les deux. Et moi je représente, donc vu que je n'ai pas un pénis, ils ne désobéissent pas à la virilité en couchant avec moi. Mais comme je n'ai pas un passing clairement de meuf cis, par contre, il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience, de l'expérimentation. Et aussi à côté de ça, il y a vraiment le couloir entre la posture de, on va dire, de partenaire et la posture de père. Et ça aussi, moi on a l'impression d'être dans un couloir permanent où là par exemple au moment de l'agression, bon, bah, on était vraiment dans une performance, une prouesse de la masculinité toxique, vraiment dans une violence de ce que représente la masculinité à son paroxysme. Et post-viol, post-agression, on a tout de suite retrouvé tout ce qui va être en lien avec une posture, une posture beaucoup plus de pater, du père, qui va infantiliser, qui va paternaliser au point de voilà, moi c'était après tout un état de sidération où j'étais vraiment en mode quitte main libre, dissociation totale, je sais plus quoi faire, et puis flippé parce que je savais plus de quoi était capable le client. Donc le client m'a dit viens avec moi prendre la douche. Et évidemment j'y suis allé, je me suis même pas posé de questions, j'étais en survie. Et en fait là je me suis retrouvé à me faire laver comme un enfant, et vraiment même avec l'intonation qu'on adresse à un enfant. Donc je pense que c'est important de rappeler tout ça. On est tout le temps dans des... C'est à la fois ce que j'aime beaucoup et à la fois ce qui est extrêmement dangereux, mais on est dans un mouvement permanent, que ça soit à l'endroit du genre, que ça soit à l'endroit de l'identité sexuelle, que ça soit à l'endroit justement de tout ce que soulève en fait ce métier-là en termes de problèmes systémiques. Pour moi vraiment c'est un métier où on fait du social, mais c'est aussi concrètement j'ai l'impression de faire de l'anthropologie et de la sociologie, hein. Enfin c'est les mêmes profils qui reviennent et c'est les mêmes problématiques. Donc c'est hyper politique. Donc je pense que ça on le répétera jamais assez, que l'intime est politique. Voilà. Et franchement vive les putes et vive les putes queer qui oui, vu qu'on est dissidente du genre, on joue avec ces codes comme quand on fait du drag, et on joue aussi avec la socialisation genrée des hommes qui sont clairement des bébés, qui ont vraiment une fragilité qui est assez aberrante, hein, la fragilité de la masculinité, on n'en parlera jamais assez. Et du coup c'est à la fois très violent, mais à la fois très apprenant, et il y a des moments aussi très beaux quand on partage des vécus entre personnes putes. Et je pense que là c'est ce que peut-être toi t'avais envie d'amener, de partager, mais comment on fait réseau et comment on fait sens ensemble en tant que personne queer et pute. Bien sûr, c'est ça là où comme tu disais, on a quand même de nombreux privilèges parce que bon, on n'est pas des personnes racisées, mais ça aussi on peut en parler dans le fait de créer un réseau queer mais aussi intersectionnel. C'est hyper important, comme tu disais, de faire un réseau, de créer ces liens là, et je pense que c'est même nécessaire en fait à ce niveau là. Je pense que c'est vraiment de l'organisation collective et penser une stratégie collective pour survivre déjà, et puis aussi pour faire justice collectivement, parce que moi, clairement, je pense que ça va être le cas aussi pour des copains qui sont putes et queer. C'est comment, en fait, quand il y a un client qui arnaque, un client qui est violente, comment on fait justice collectivement, parce que si on attend que la justice, avec un grand J, fasse son travail, on a le temps de mourir 3 fois. Et puis comment on s'organise, je pense que c'est vraiment comme dans des luttes et dans une manière de faire converger des luttes, c'est comment on fait une orga à ce niveau-là, qu'il soit aussi le plus, déjà local, et aussi après au niveau national. Ça, je pense que c'est super important. Tu fais bien de le dire, c'est sûr que c'est un épisode qu'on a fait qui est très chargé. Il y a eu beaucoup de mentions de violence, mais on voulait aussi finir sur une touche, on va dire, plus positive, rappeler quand même que il y a des solutions, mais bien qu'elles soient insuffisantes, mais qu'on est aussi là pour faire bouger les choses, on espère, et on espère que ça bougera. Et puis je sais que moi en tant que personne queer, et clairement misandre, on l'aura compris, c'est aussi un plaisir de venir
reprendre l'argent qu'on nous a volé pendant des années en fait. Parce que, comme ce que je disais au tout début de l'épisode, en fait on est contrainte en tant que personne sexisée à faire du TDS depuis des siècles, mais de manière exploitée et juste violente. Et du coup, reprendre le pouvoir sur ça et le partager entre adelphes putes, je pense que c'est une des plus belles choses qu'on puisse s'offrir et qu'on puisse juste se donner, mais en fait le nourrir, parce que c'est un truc c'est comme l'identité de genre, c'est un truc qui est en perpétuel mouvement, tant qu'il y a du mouvement, il y a de la vie, donc c'est un truc qui se nourrit des expériences, des rencontres qu'on fait, et surtout de la solidarité qu'on crée entre nous. D'ailleurs, j'ai oublié, mais je voulais mentionner qu'il y a un site internet qui s'appelle le projet Jasmine, qui est super important pour les personnes TDS, les personnes putes. En fait, c'est un réseau qui répertorie justement par numéro tous les clients par catégorie, soit de fantasmeurs, harceleurs, agresseurs, violeurs, ou vraiment même la catégorie extrêmement dangereux. Et où en fait il faut être parrainé par une personne TDS pour pouvoir s'inscrire, donc ça permet de protéger ce site des clients qui essaieraient de faire des faux comptes et s'infiltrer et donc foutre la merde. Et ça vraiment c'est par exemple ça déjà c'est une organisation collective et pour moi une intelligence collective extrêmement forte et nécessaire parce que et en plus qui nous fait gagner du temps de vie et qui nous préserve, qui nous protège de personnes qui ont déjà été recensées. Voilà, et du coup tout ça pour dire que cette intelligence collective et cette manière de s'être réapproprier les codes de la séduction en justement faisant la différence entre l'amalgame de prédation et séduction qui est complètement différent, et du coup se dire ah non mais vraiment la séduction ça peut être sain en fait, et vu que maintenant je sais quels sont les codes de la séduction en lien avec le male gaze, moi je peux être personnage principal de mon histoire, et du coup faire en sorte que ces codes-là ne soient plus dénigrants, vraiment réducteurs, mais en fait soient juste des cartes, des outils pour pouvoir moi encore plus jouer de ça et jouir de ça, parce qu'on le dira jamais assez, mais qui est-ce qui a le pouvoir? C'est les hommes, et le pouvoir aujourd'hui c'est avoir du capital, et le capital c'est l'argent. Donc franchement bravo les putes et vive les putes, longue vie aux putes qui font vraiment un travail politique sur tellement d'aspects. Carrément. Mais merci pour ce point de fin qui je pense était plus qu'important. Et ça fait aussi du bien d'entendre ça, je pense, après avoir parlé de choses aussi difficiles que les choses dont on a parlé aujourd'hui. Mais je pensais que pour finir l'épisode, ce qui aurait pu être un peu drôle, pour finir sur une touche vraiment de légèreté, c'est de lire quelques messages absurdes. Rien que pour vous, quoi, cadeau. Hello, normalement je voulais te contacter pour prendre rendez-vous à travers votre annonce. Alors déjà, le tu, vous, on sait pas, ça c'est un classique. Mais comme je suis guérisseur, énergéticien pardon, et je ressens les énergies des gens, et je donne des séances à côté de mon job, je vois bien que tu es une femme bien. Très gentille, et très sensible, généreuse, tu absorbes facilement les énergies des autres comme une éponge car tu as une âme sensible. Tu donnes beaucoup sans recevoir autant. Tu donnes beaucoup sans recevoir autant. Mais l'univers te gratifie car tu as un bon cœur. Pourtant tu te sens seul malgré que tu sois bien entouré. Tes relations n'évoluent pas souvent bien, même si ton intention est toujours bonne pour s'investir et se poser une fois pour toutes. Mais un blocage d'énergie te stagne sur les gens. C'est vraiment écrit ça. T'es indépendante, mais émotionnellement pas très stable. Tu manques d'affection et de tendresse. Tu as des blocages à débloquer, et peut-être pas vraiment un bon sommeil, qui est lié à des énergies qui doivent se libérer et surtout purifier ton aura et rééquilibrer ton chakra. Car une sorte de trauma stored in your body... Le franglais c'est iconique. Ah attends, je reprends. Car une sorte de trauma stored in your body need to be released as purify mauvais œil. Et surtout te purifier de l'énergie sexuelle que tu absorbes des hommes. Merci. C'est trop pour moi. Ah non mais merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette touche d'humour qui, je pense, moi, j'espère, a ravi autant nos spectateuristes, auditeuristes que nous. Ah, oui. Mais voilà, merci, juste un grand merci d'être venu sur Amour Toujours. Merci à Lé, mon Adelph, qui reviendra, je l'espère. Ah, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Ouais, sur Insta.
je pense que tu mettras mon nom. Bien sûr, on va faire ça, c'est bagarreur, bagarreuse. Ouais, c'est ça. Merci d'avoir écouté. Merci beaucoup. Et nous, on vous dit amour toujours, ou devrais-je dire putain jour, pute toujours. Ouais, putain jour, à pute très toujours. vite.